En cette fin d'après-midi, à l'orangerie du parc de la Tête d'Or, l'exposition Devenir jardinier, la préséance du vivant sera inaugurée et elle est présentée à Lyon à l'initiative d'Archipel. Cet échange organisé en résonance donnera la parole à plusieurs personnalités ici présentes qui chacune, à partir de ses expériences et manières respectives, participe à repenser notre rapport au vivant, préséance, effectivité, robustesse, et ouvre à d'autres manières d'habiter le monde, un monde percuté par des bouleversements immenses, pour ne parler que des plus visibles: réchauffement climatique, extinction de la biodiversité, épuisement des terres, montée des mers, risque pandémique et la crise démocratique. Donc j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la critique d'art Florence Messonnier, le biologiste Olivier Amand, les commissaires et paysagistes de l'exposition, Gilles Clément et Coloco, donc ici Nicolas Bonenfant et Miguel Georgiev, et puis également Cécile Tourneboeuf qui a accompagné ce travail, cette exposition. Donc pour installer je vais me tourner d'abord vers Gilles Clément et Coloco et Cécile Tourneboeuf pour nous parler de ce que sous-tend cette notion de préséance du vivant qui est au cœur de l'exposition. Voilà, quelques minutes pour parler de ça. Gilles Clément. Alors, bonjour. Je vais tenter de définir la chose. Ça veut dire porter plus d'intérêt au vivant, être vivant, c'est-à-dire plantes, animaux, humains, bien sûr, tout ce qui vit et transforme notre territoire de vie tout le temps, porter de plus que toute autre intervention possible, attention portée au design, à l'esthétique, à la construction, à l'architecture, à ce qui demeure dans le temps, mais en objet non vivant, mais qui a beaucoup d'importance par ailleurs. Une fonction peut-être, une route, ça a des rôles, évidemment, tout ça. Mais si on met le vivant en avant de tout, avant de faire, parce que nous sommes paysagistes et il y a des architectes aussi qui ont le même genre de réflexion, de précaution à prendre. Si nous nous oublions complètement ce vivant en ne se portant son attention au génie de l'auteur qui fait l'œuvre, là, on est dans l'ego dangereux. Je ne sais pas si ça existe, ça, un ego dangereux. Enfin, je vous propose la notion. Et on ne tient pas compte, donc, de ce qui, en réalité, nous permet, nous, à la fin, de vivre. Nous sommes au bout d'une chaîne de prédation, en tant qu'animaux. Nous dépendons de tout le reste du vivant, sans nous en rendre compte. Lorsque nous l'atteignons, nous atteignons aussi, bien entendu. Donc, si on met ça en avant, dans le métier que nous faisons, paysagiste, même jardinier, la forme que nous allons donner sera largement déterminée par la prise de conscience de la diversité qui est en présence, et elle ne sera pas la même que si on n'avait pas ce souci. Il y a des endroits où on ne peut pas toujours faire une ligne droite, hein, j'en parlais hier avec l'image, on fait un zigzag plutôt que de traverser, alors que c'était tout plat et qu'on pourrait aller plus vite en allant de A à B sur une route. Ben oui, mais on va détruire un milieu d'eau où il y a plein de diversité très importante, un hameau où il y a quand même quelques humains qui habitent, une forêt, enfin bref, tout ce que... Et non, il faut plutôt faire un zigzag, tant pis si on perd 5 minutes. Et là, on n'est plus dans la performance de vitesse. Bon, j'ai lu son livre, hein. Tombé par terre quand je l'ai lu tout de suite, quoi. Waouh. Bon, j'en reviendrai après là-dessus. Oui. Là. Ouais. Et je passe la main là. Oui, Miguel. Vas-y. Georgiev. Merci pour cette... Bonjour à tous, pardon. Merci pour cette rencontre parce qu'elle nous fait
grandir et évoluer dans cette pensée-là. Et en t'écoutant poser la question, je me disais, mais c'est la préséance du vivant en tant que démarche et en tant qu'organisation d'une réalité spatiale évolutive. Ce n'est pas la préséance des vivants, au sens des organismes vivants. C'est la préséance du vivant. Nous, notre métier, c'est de construire, de dessiner, d'organiser des espaces. Donc on est responsable du résultat que nous allons habiter. Et en fait, plus ça va, plus ces espaces ont des capacités d'adaptabilité, pour reprendre les mots d'Olivier, d'évolution. Les tracés peuvent changer, les usages peuvent changer. Et c'est ça qui nous inspire la préséance de capacité d'évolution que conserverait la capacité de décision ultérieure. Ça renvoie un peu à l'indécision citée dans le tiers paysage de Gilles, et qui fait que, en fait, c'est ça le plus important, c'est de garder des espaces de vie, des espaces pour les vivants, mais des espaces vivants en tant que capacité d'évolution et d'adaptation à ce que le futur réserverait comme contrainte ou comme capacité d'évolution que nous ne connaîtrions pas à l'heure où on a dessiné des espaces. Souvent, d'ailleurs, dans les temporalités de l'aménagement, qui sont longues, on met en place, on construit des projets qui ont parfois été dessinés des années auparavant. Et en fait, cette capacité de pouvoir les garder comme des sujets vivants et non pas comme un objet dessiné qui serait à imposer à un terrain, je pense que ça, c'est ce que la préséance du vivant défend. Alors, on le cite, on dit que la préséance du vivant, c'est un réflexe de survie. C'est quelque chose qui nous habite comme nécessité de garder la planète en vie, puisqu'elle est pour l'instant la seule qui abrite du vivant dans l'univers, en tout cas de ce qu'on en connaît. Et puis c'est un mode d'attention au sens d'être vigilant à ce que nos gestes et nos projets peuvent accueillir comme entité vivante ou comme communauté des vivants. Et ça devient quelque chose qui est prioritaire. Oui, Cécile Tournebeuf. Moi, je suis aussi très ravie de rencontrer Olivier Amand, parce que je crois que notre exposition, et là je parlerai sur son aspect de process de fabrication et d'émergence de cette exposition, correspond parfaitement à la sous-optimalité du vivant dont tu parles. On a été, je crois, à une excellence de sous-optimalité là-dedans, tant sur le fait de coordonner notre collectif qui s'est enrichi de beaucoup de personnalités, d'attentes, etc. Et puis, pour aboutir à un résultat qui était à la fois satisfaisant à un temps donné et qui a poursuivi son évolution, notamment parce qu'il y avait aussi un jardin lors de la première exposition qui a donc évolué, s'est transformé. Et puis maintenant, cette itinérance de l'exposition, sa transformation sous forme d'ouvrage, etc. Et là encore, on est toujours dans, en tout cas moi qui viens d'un milieu du process de la gestion de projet, dans l'inverse exact de tous les codes qu'on peut avoir. Et le résultat moi, j'ai été renversée par cette expérience, et je pense que ça se perçoit aussi dans le résultat qu'on peut percevoir en tant que visiteur. Alors justement, est-ce que vous pourriez préciser ça ? C'est-à-dire que vous dites que vous avez abouti à un résultat, mais peut-être que ça prend... je pense à votre dessin que vous avez montré, Gilles Clément, hier, justement, de la ligne droite et d'une autre... façon de faire qui serait beaucoup plus respectueuse, justement, peut-être en perdant un peu de temps, mais en réalité en obtenant des résultats beaucoup plus intéressants. Quel processus que vous évoquez, vous avez emprunté justement pour l'exposition à partir d'un collectif sûrement d'ailleurs élargi à celui qui est en présence? Tu veux que je commence ? Un seul suffira. Je pense qu'on a abouti à la mise au point de quelque chose qui met l'indécision à hauteur politique, à la même hauteur que la décision,
Il y a quelque chose à voir avec le livre de Florence, d'ailleurs, là-dedans, je trouve. Et d'accepter l'idée que, selon la sensibilité de l'individu, sa lecture, dans l'espace, il va y avoir une intervention comme celle-ci, et non pas forcément programmée en avance et listée dans un tableau Excel, etc. C'est pas du tout ça. On est dans un espace, on accepte la sensibilité, et voilà, et la complexité humaine de ce point de vue. Or, ce n'était pas comme ça qu'on a été élevé. On a appris à obéir, à être dans la raison. Là, je suis en train de travailler sur un texte qui s'appellerait peut-être La raison tue. Voilà. Après le suicide collectif là, que vous avez mis en ligne, La raison tue, Oui, hein, oui. C'est un peu dystopique tout ça, mais c'est des constats aussi. Hein. Enfin, le fait est qu'il y a, avec le travail de Coloco, quelque chose qui atteint sur des espaces importants, dans des chantiers très diversifiés, cette dimension-là et la possibilité de faire accepter à des maîtres d'ouvrage des idées qu'ils n'avaient pas du tout avant. On change de mode de vie. Hein. Miguel Georgieff. Oui, pour répondre plus concrètement à la question, c'est un processus qu'on pratique depuis pas mal d'années en superposant nos idées plutôt qu'en les confrontant. Et dans le cas de cette exposition, par exemple, ça consiste à ne pas du tout forcément commencer par le début et de suivre un processus linéaire, mais plutôt de commencer par le plus important et de se demander, avec cette opportunité qui nous a été offerte d'être commissaire, mais aussi avec cette responsabilité-là, de se demander, et ça fait l'objet de nombreux débats avec Gilles, de se dire, mais qu'est-ce qu'on se doit d'exposer qui serait le plus important pour nous aujourd'hui en tant que métier, en tant que praticien, et qu'on aurait envie de partager avec les autres professions connexes, mais aussi avec le grand public. Et du coup, de plutôt commencer par les fondamentaux plutôt que par le début d'une narration linéaire et qui serait une partition déjà écrite, mais on est plutôt dans quelque chose qui se compose, se redémonte, se réassemble, et on a démonté et réassemblé les contenus plusieurs fois et re-questionner nos convictions du départ. Je pense qu'il y a aussi une pointe d'insatisfaction récurrente qui fait qu'on peut faire autrement, on peut faire un peu mieux, on peut faire comme l'autre le pense. Et cette ouverture à reconfigurer des choses et des contenus successivement, dont l'apport essentiel des scénographes et des designers aussi. À partir du moment où on a des idées, on a des dessins, la forme, Rudy Bord hier parlait d'une traduction, cette traduction spatiale et la façon dont on expose, on affiche et on transmet des contenus. Et là aussi, a apporté une nouvelle couche de complexité et de discours à cette exposition. Et donc voilà ce que je peux témoigner un peu comme processus de création, certes avec plein de temps perdu, mais peut-être pour la bonne cause et pour un résultat qui aujourd'hui nous satisfait pleinement, dans l'idée aussi qu'il évolue. Ce n'est pas exactement la même exposition qu'à la Biennale de Versailles. Ce n'est pas exactement les mêmes projets qui sont publiés dans le livre. Donc il y a toujours un petit facteur d'adaptation et je pense d'amélioration, en tout cas d'évolution, qu'on se laisse libre pour pouvoir recevoir des critiques, recevoir des apports nouveaux et des améliorations de ces contenus-là. Nicolas Bonenfant. On s'est trouvé au moment où on formalisait l'exposition à un temps, je pense, qui est assez exceptionnel, qui a été cette espèce de profusion de la pensée juste avant et juste pendant le Covid et après, où en gros, chaque semaine, il y avait presque un livre, je n'allais pas dire capital, mais très important qui sortait. Et donc, on était toujours dans cette course à l'update presque de ce qu'on voulait présenter. Et où chaque fois qu'on tombait sur une nouvelle conférence à la télé,
enfin à la télé, sur Internet, ou un nouveau livre, on avait envie de pousser, d'aller un peu plus loin, mais tout en ayant le défi de rendre ça non pas de plus en plus confiné dans le cercle des gens qui dialoguent entre eux et qui sont déjà convaincus, mais d'ouvrir ça, ne serait-ce déjà qu'aux étudiants d'architecture et du paysage dans le cadre de la Biennale. On se rend compte que moi, j'ai des étudiants actuellement, ils n'ont pas lu Gilles Clément et ils sont en école de paysage en 3e année. Ils ne savent même pas qui c'est. Parce qu'ils sont confinés dans leurs Instagram. Mais s'il y a une comment réalité, c'est possible? Il y a une réalité du confinement dans l'Instagram qui est hallucinante. C'est-à-dire les gens, à partir du moment où ils likent des trucs qui sont ça, on leur présente plus que ça. Et donc, il faut juste, en fait, leur montrer qu'il faut qu'ils aiment certaines autres choses pour que d'un seul coup, les algorithmes les fassent converger vers des choses plus intéressantes. C'est le problème actuel. Donc, il faut réussir à faire converger les likes vers d'autres choses. Et c'est vrai que quand on a fait cette exposition, on l'a fait dans un format qu'on aime, nous, c'est l'invitation à l'œuvre. C'est-à-dire, très rapidement, ça on a beaucoup parlé avec Gilles et au sein de Coloco, la maîtrise d'œuvre telle qu'elle est faite en archi, urba, enfin dans tous les métiers qui construisent, c'est en gros un truc qui fait qu'à la fin d'un chantier, on fait le parfait achèvement, qui d'un point de vue vivant, et comment on tue tout le processus d'évolution d'un lieu, le terme le dit. Et en gros, si on continue sur cette logique calquée sur la maîtrise d'œuvre issue de l'ingénierie planifiée territoriale, on arrive à un truc où en fait on livre une ruine à venir. C'est ça qui se passe. Alors on peut aimer la ruine, mais la réalité du paysage, moi je suis archi à la base, je suis venu au paysage parce que justement, quand je quittais un chantier, je savais que le temps allait jouer pour moi et pas l'inverse. En tout cas dans le cadre de la maîtrise. Et c'est vrai que du coup, on a fait un format qui s'appelle l'invitation à l'œuvre, quelque chose de très inclusif, sur lequel le but, c'est plutôt de faire converger la pensée et de réussir à la syncrétiser presque sur des actions concrètes à la portée de tout le monde et qui sont des médiums pour ouvrir par des gestes simples, planter, comprendre, regarder un insecte, le champ de la pensée et du coup, venir réinféoder toute la connaissance des livres, des conférences qui sont accessibles où qu'on soit et qui sont d'une qualité exceptionnelle et du coup redonner toutes ces choses-là. Des gens comme Hervé Covès, les écouter, c'est changer de monde, quoi. Donc voilà, on essayait vraiment de toujours faire un médium entre un acte simple, planter une graine, et ce qui se passe par derrière, le mycorhize qui fait ça, que la Terre finalement va réussir à trouver la réponse par rapport à la surexploitation qu'on est en train d'y faire, quoi. On va dire l'extractivisme auquel on l'a soumet. Je vous remercie. Olivier Amand, ce printemps, vous avez publié chez Odile Jacob de l'incohérence, philosophie politique de la robustesse, et vous écrivez. Merci Florent. La nature menacée devient menaçante. Notre excès de contrôle nous a fait perdre le contrôle. Il va maintenant falloir vivre dans un monde fluctuant, c'est-à-dire inventer la civilisation de la robustesse contre la performance. Donc justement, pouvez-vous nous expliquer cette question de la robustesse du vivant versus le culte de la performance? Là, j'ai trafiqué un peu le titre du précédent ouvrage, le tract que vous aviez publié. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais un petit peu rebondir aussi sur ce qui a été dit. La question de la performance stérilise, pour le dire rapidement. La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience, donc c'est de la rationalité. Donc l'efficacité, c'est atteindre son objectif, l'efficience avec le moins de moyens possible. Donc c'est le chemin tout droit vers où faut suivre Elon Musk, c'est vers Mars, une planète morte. Voilà. C'est des projets de mort. Les ultra-performants ont des projets de mort. Donc du coup, c'est quoi la robustesse du vivant? C'est vivre avec les fluctuations. Et donc du coup, c'est assez simple finalement. Tout ce qui a été dit là, le jardin, le vivant, l'art, tout ça, en fait, c'est d'abord questionner la question. Questionner la question, ce n'est pas apporter des réponses.
quand on apporte des réponses, finalement, on stérilise un peu, quoi. Hein. Les questions doivent appeler des questions. Enfin, en plus, moi, je suis chercheur, donc c'est ce qu'on fait. Hein. On cherche des questions, hein, plutôt. Et donc, ça, c'est essentiel. Aujourd'hui, on est plutôt dans un monde où on privilégie les réponses aux questions. Et très souvent, on apporte vraiment des réponses magnifiques à des très, très, très mauvaises questions. Hein. La capture directe du CO2, enfin voilà, il y en a vraiment mais pléthore de projets comme ça qui n'ont aucun sens. Donc du coup, face à ça, vivre avec les fluctuations, ça s'appelle la robustesse. La robustesse, c'est se maintenir stable ou viable malgré les fluctuations. Et donc ça veut dire en fait qu'on a un rapport au monde qui accueille les fluctuations. C'est même pas qu'il les accepte, c'est qu'il les accueille, qui en fait quelque chose, qui se construit dessus. Et donc pour reprendre l'image du zigzag, si vous pensez performance, vous allez par exemple vous demander mon trajet domicile-travail, c'est quoi ton trajet domicile-travail, quoi. En fait, la vraie question qui est derrière ça, c'est quel est le chemin le plus court. C'est une question de performance. Alors, vous pouvez poser une autre question. Dans le monde de la robustesse, vous demanderiez plutôt quelle est l'épaisseur du trajet. C'est-à-dire, quels sont les autres trajets qui vous permettent d'aller de votre domicile au travail. Et vous voyez, en fait, c'est ça qui est renversant, finalement. C'est qu'en fait, on inverse tout. On inverse absolument tout. Et sur la relation à la préséance du vivant, elle est très claire. C'est-à-dire que dans le monde de la performance, la fondation de tout projet, c'est la viabilité économique. Et par une sorte de pensée magique, on pense que si on prend soin de l'économie, ça va faire du lien social. Et s'il y a du lien social, dans le temps qui nous reste, on va s'occuper de ce qu'on appelle de façon très périphérique l'environnement. Alors ça, c'est extraterrestre. La fondation, c'est l'économie. C'est une abstraction. En fait, la vraie pyramide, c'est que sous l'économie, il y a une extraction de ressources pas chères, quoi. Voilà. Du pétrole, des métaux, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Et là, disons que ça marche, c'est que ça marche dans le sens où c'est extractiviste et que ça appauvrit, quoi. Ça marche pendant un temps et après ça marche vraiment plus du tout, quoi. On est en train de désertifier. Hein. Alors l'inverse de l'extraction, c'est l'interaction. Hein. Et donc évidemment que c'est ce qu'on fait dans le monde du vivant. Et du coup, la pyramide, on l'inverse. Dans le monde de la robustesse, la fondation, c'est le soin au milieu naturel. Si on prend soin des milieux naturels, alors ça crée du lien social. Et s'il y a du lien social, alors ça peut créer des modèles économiques. Et donc l'économie, ce n'est pas la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. Et là, on est enfin terrestre. Sinon, on est extraterrestre. Et ça, en fait, notre panel là l'illustre assez bien. Voilà, des paysagistes, de la nature, des artistes. Voilà, on questionne les questions, on se reconnecte au monde, on met le soin à la nature. Et surtout, on comprend le vivant. C'est-à-dire que c'est pas juste, on n'est pas là pour pleurnicher le vivant, comme disait Frédéric Lordon. On est plutôt là pour apprendre du vivant. Comme disent les Indiens Kogi de Colombie, quand ils sont venus en France. Comment faites-vous pour apprendre? Comment faites-vous pour apprendre? Je pense qu'on doit méditer cette question-là. Oui, Gilles Clément. Fini. Tu es un révolutionnaire. Merci. Et alors justement, Olivier Hamon, tout ce travail que vous avez mené et qu'on peut lire, je le rappelle, dans toutes les bonnes librairies, vous trouverez du Olivier Hamon, entre autres choses, bien sûr, et du Gilles Clément, et du Coloco, et du Florence Messonnier. Ça, c'est certain. Mais ce travail, c'est un travail long de recherche, et vous êtes appuyé, vous êtes biologiste, donc comment vous avez abouti en fait petit à petit, voilà. Alors c'est mon parcours. C'est vrai que ça permet de rentrer un petit peu dans le sujet parce que en fait moi quand j'étais collégien, on avait des cours de biologie, voilà, comme tout le monde. Enfin, se dit, il y en a de moins en moins, mais à l'époque, il y avait encore des cours de biologie. Mais c'était des cours de biologie bien en silo, quand même. C'est qu'un jour, on parlait du cœur, le lendemain, on parlait de la photosynthèse. Et moi, en fait, j'aimais pas trop mes cours de biologie. C'est-à-dire que je voyais bien que vraiment le vivant, c'était mon truc, mais les cours de bio, j'aimais pas, en fait. D'ailleurs, j'ai pas eu une très bonne note au bac. Enfin voilà, donc clairement, j'étais pas destiné à faire de la biologie, quoi. Mais bon, je voyais bien que ça m'intéressait, donc je me suis accroché. Je vous ai passé les épisodes, je ne vais pas vous raconter toute ma vie universitaire. Mais donc, en fait, ça s'est un peu aggravé. En fait, quand on commence à faire des études supérieures, on se rend compte que là, on passe 6 mois sur les ARN messagers, après on passe 6 mois sur les protéines. C'est encore pire, quoi. C'est qu'en fait, on silote encore plus, mais à des échelles encore plus petites.
Et en fait, je pense que ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est aussi en réaction à comment on m'a appris la biologie. Alors, ce qui est très rafraîchissant, c'est que depuis 20-30 ans, enfin plutôt 20 ans, j'ai envie de dire, la biologie s'est quand même complètement réinventée. On a découvert, en fait, on a une approche beaucoup plus systémique du vivant, hein, et là je parle vraiment pour les biologistes, qui est beaucoup plus rafraîchissante. En fait, c'est incroyable comme l'enseignement de la biologie a dit notre culte pour la performance, y compris dans la biologie. Et alors aujourd'hui, voilà, qu'on a une vision beaucoup plus en interaction systémique, holistique, intégrative, eh ben, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce qui domine dans les écosystèmes, c'est pas la compétition, c'est la coopération. Darwin, on l'a résumé à la survie du plus adapté. Quand on lit Darwin, on voit qu'il est obnubilé par les organes rudimentaires. Donc, ce qui ne sert à rien, quoi. Chez nous, c'est le dernier orteil, les dents de sagesse, les muscles derrière les oreilles, l'appendice. Tout ça, ça ne sert à rien. Bah, pour Darwin, c'est le laboratoire. Parce que ça ne sert à rien. Voilà, l'indécision, l'imprécision, c'est le levier de l'évolution. Et ben, en fait, tout ça, et donc voilà, toutes les approches. Et donc, du coup, la robustesse, c'est de la molécule à l'écosystème. Et c'est ça, finalement, le cœur nucléaire du vivant. Les êtres vivants sont là parce qu'ils sont robustes. Et ils sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Et ça, c'est ce contre-modèle-là, bah voilà, enfin, moi, ça me réjouit tous les jours. Hein. Enfin, je sais pourquoi je me lève tous les matins. Hein. C'est pour ça, hein, très clairement. Je vous remercie, Florence Messonnier. Vous avez donc publié l'année dernière Unfinished Sympathy. Est-ce qu'on le voit aussi bien que le titre d'Olivier Hamon, donc publié au Grand Café Centre d'Art Contemporain, et qui clôt, qui est une espèce d'étape, hein, peut-être une étape. En fait, je dis clos, mais en fait, c'est peut-être une étape d'une résidence de recherche que vous avez menée sur l'effectivité du vivant, donc appuyée sur le marais de Brière, comme foyer de transformation et d'imagination. Et au cœur de cet ouvrage, il y a vraiment cette question justement de la mise en relation de la voix plurielle comme une nécessité finalement dont Olivier Hamon d'ailleurs. Voilà, tout à fait, pour arriver à avancer, hein, là où vous avez envie d'aller. Et les images qu'on voit derrière, les images qu'on voit sont à la fois des images de la résidence, donc à Saint-Nazaire, en Brière, donc le groupe de recherche que j'ai, qui sont des compagnons de vie, de travail que j'ai amenés jusque là-bas, qui ne savaient pas vraiment au départ ce qu'ils allaient faire, mais qui ont tous compris pourquoi ils étaient là, je crois, au final. Donc on a parcouru la Brière. Donc ce qui m'intéresse, c'est juste parce que je pense que tout le monde ne connaît pas. Alors, je vais revenir sur cet espace, ce marais de Brière, qui est un espace indivis, c'est-à-dire qui a obtenu par lettre patente du duc de Bretagne au XVe siècle ce statut de zone indivise, qui est en fait une tourbière et qui était une zone on a attribué ce statut-là à ce marais pour que les habitants des 21 communes environnantes puissent extraire, se partager cet endroit pour en extraire la tourbe qui servait de combustible. Mais cet endroit a été plongé dans une sorte de refoulement funeste au moment de l'ère industrielle. Les Briérons sont venus travailler sur les chantiers de Saint-Nazaire. Donc, il y a une sorte de friction entre cet endroit qui est resté, qui a cette image et cet imaginaire de matière noire, funeste, et la modernité de Saint-Nazaire. Donc, voilà, je vais y revenir. Mais ce qui m'intéresse pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que et qui m'intéresse aussi même dans la forme de cette rencontre aujourd'hui, c'est que je crois qu'on est tous dans des champs de recherche moins disciplinaires qu'indisciplinés. Et moi, j'ai cette façon de fonctionner dans mon travail, dans ma vie, de faire des courbes et des bifurcations et de fluctuer. Et donc, je m'intéresse beaucoup aux artistes qui font rentrer en coïncidence à la fois leur façon de vivre et de créer, et qui ont effectivement renversé la vapeur et qui ne sont pas dans des logiques de toujours plus, encore mieux, de performance, mais encore un peu, voilà, et de continuer encore un peu, et du coup qui implique un processus beaucoup plus long, beaucoup plus lent, souvent au risque d'invisibilité. Donc c'est des artistes, voilà, qui m'intéressent, mais pas forcément aussi des artistes. Le projet réunissait aussi des psychologues comme Joseph,
Raphaël Guéora, Magali Molinier, qui, en fait, tout le monde, ici, vous, moi, Olivier, on pose la question de pas qu'est-ce que le sujet vivant, mais enfin, comment on traduit le vivant comme un sujet, mais qu'est-ce qu'être vivant tout court, quoi. Pour moi, le vivant n'est pas un sujet, il n'y a pas de sujet, quoi. Et les psychologues posent cette question aussi de qu'est-ce qu'être un sujet psychologique, social, et qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a que des parcours, des bifurcations, des cartographies, des modalités de filiation, et tout le monde aménage à son endroit des ruses, des techniques, des artefacts, des parcours, des manières de faire vivant, et avant tout de faire. Voilà. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est un peu ces zones, qu'elles soient artistiques, chez des artistes, chez des opérateurs culturels. Ouais, tu m'as présenté comme critique, mais je me sens à la fois critique d'art. Enfin, tout ça, c'est encore des polarités, des étiquettes qu'on crée dans des systèmes et des milieux. Mais je me sens autant critique d'art, opératrice culturelle, comme fille d'agriculteur. Enfin voilà, je suis tout ça. Voilà, je suis et tout ça me nourrit, et ma façon d'avancer se nourrit d'affluents. Voilà, c'est l'idée même de la sympathie, voilà, ce mouvement infini qui est à la fois une chanson et qui est à la fois une sorte de façon d'avancer. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est un peu ces zones, qu'elles soient artistiques ou alors dans différents domaines professionnels, des zones qui sont un peu qui continuent, voilà, qui continuent, qui ne lâchent pas, enfin voilà, et donc je m'intéresse à ces zones-là, et le Marais de Brière. Donc voilà, de fil en aiguille, je suis arrivée dans cette résidence de recherche dans le Marais, et je me suis demandé pourquoi ce statut individu était encore revendiqué, alors que les historiens, des arts font apparaître ce statut comme une anomalie, comme m'a dit un historien d'art, un arrangement avec l'histoire. Et justement, je pense qu'à nos échelles, on persiste et on est tous, voilà, je cherchais le terme, on est tous des formes, des zones obstinées. Et voilà, et ce Marais est une forme d'obstination à la fois matérielle, parce que il continue, c'est resté une tourbière. L'endroit a échappé à des volontés d'assèchement, et c'est un endroit auquel les Briérons sont vitalement attachés. C'est-à-dire, j'ai rencontré le projet a regroupé à la fois des chercheurs, des artistes, des biologistes, des psychologues, mais aussi des Briérons qui sont aussi parfois scientifiques, et qui manifestaient leur attachement vital à l'endroit. Et cette obstination, ce vouloir toujours créer l'attachement continu à l'endroit, et me poser question, et je le retrouve chez des artistes, je le retrouve dans le travail d'Olivier, et l'idée pour moi, c'est moins de faire sujet que de faire, voilà, et on ne fait rien de mieux qu'à nos échelles à nos échelles quotidiennes, locales. Et donc voilà, donc ces artistes-là sont effectivement pas dans des logiques de performance, de production d'objets forcément, mais dans d'autres process qui peuvent relever de la médiation, du culinaire, d'autres façons de faire. Et je crois qu'ils sont dans cette démarche-là parce qu'ils sont reconnectés au mouvement de leur propre vie quotidienne. Voilà. Donc ils ont inversé effectivement la vapeur, le schéma. Et ce qui m'intéresse dans tous vos champs de travail, dans ce que écrit Olivier, c'est qu'on parle avant tout de champ d'action, de dynamique et de dynamique d'entraînement. Et avec ce projet de recherche, c'est un peu ce que et le projet auparavant qu'on avait mené dans le jardin de Gilles Clément avec Tiffaine Calmette, Olivier, plein de chercheurs, enfin des gens qui venaient de la ZAD, c'était construire un monument de terre qui progressivement allait déplier des questionnements, des discussions.
Et je crois que faire, être vivant, créer, chercher, c'est une pratique édifiante. Voilà. Donc c'est vrai que même le livre était un objet édifiant, parce que j'ai travaillé avec Ariane Bossard, qui a fait un superbe travail où l'objet est une sorte de montage comme ça de paroles, et elle a réimpulsé ce qui s'était passé. Et je pense que c'est ça, c'est faire ouvrage. On fait tous ouvrage dans des échelles beaucoup plus locales qui donnent sens. Voilà, donc qui ne sont pas dans des schémas, effectivement, qui remettent en question la notion d'organisation, de planification. Et le Marais est complètement dans cette friction, parce qu'aujourd'hui, donc, il continue un peu comme une stase, un peu aberrante, anachronique, qui continue à produire de la tourbe qu'on n'exploite plus, donc il n'est plus du tout dans le registre de l'utilitarisme. Et depuis 70, est devenu aussi un parc régional, donc est rentré dans une logique de conservation, de préservation, de projection, de planification. Et donc cet endroit m'est apparu comme une sorte de champ de contradiction. Mais de contradiction et de friction vivante, vraiment vivante, parce que c'est pas, il n'est pas question d'être dans un statu quo de la conservation, de la préservation, mais et ne pas, pas obligatoirement être en rupture ou dans un mouvement de révolution, mais dans un espace de contradiction, et de faire vivre la question du contradictoire. Voilà. Ben, on va pouvoir comme ça poursuivre cette fois-ci, après avoir installé les champs des uns et des autres. Tous, là, en vous écoutant, vous travaillez à creuser évidemment vos voies respectives, hein, et tout autant à performer, pas au sens de la performance, hein, à performer les savoirs, qu'ils soient scientifiques ou autres, et à les mettre au contact, à l'épreuve, tout le temps. On le voit. De tous les champs disciplinaires. Et puis, vous en avez parlé, Olivier Amand, maintenant, mais hier, moment, vous en avez parlé chacun, Gilles Clément, Coloco, Florence, aussi, d'être tout le temps dans cette... de déborder, en fait, les cadres, vos cadres respectifs, d'aller au contact. C'est pas... voilà. Mais est-ce que cette chose-là... pour sortir de quelque chose de purement personnel ou intuitif, n'est-il pas finalement une des conditions des modalités d'action actuelles dans le monde aujourd'hui traversé par tous les enjeux qu'on a commencé à aborder? Parce qu'on le voit vraiment, c'est un travers commun que vous avez. Olivier Amand. Je vais rebondir là-dessus avec un mot qui... va résonner dans l'actualité politique actuelle, c'est le mot frontière. En fait, tu parlais d'indivis, et donc en effet, dans le travail que tu as mené ensemble, voilà, sur cette question-là, en fait, quand on rentre dans un territoire, quand on connecte avec un territoire, la question de la frontière se pose, et l'individu, du coup, fait sauter cette idée de frontière. Alors, c'est là que c'est extraordinaire, parce qu'en fait, quand on regarde le territoire, je vais vous donner un exemple. Nous, les humains rationnels, quand on met des frontières, en général, on utilise très souvent les rivières. Les rivières, ce sont souvent des frontières. Alors, quand on pense plutôt robustesse, on pense plutôt bassin versant. Et donc, ça veut dire que la rivière, c'est le cœur du territoire. Ce n'est pas la frontière. C'est le contraire. Et en fait, tu parlais aussi d'indiscipline. L'indiscipline, c'est aussi une question de frontière. En fait, c'est-à-dire que là, c'est quasiment à l'envers. C'est un autre regard sur la frontière. Quand on parle de... Voilà, pour déplier un peu le truc, donc il y a des disciplines, ok, voilà, bon, je suis biologiste, etc. Bon, voilà, on a chacun nos étiquettes respectives. Et puis, de plus en plus, on parle d'interdisciplinarité, parce qu'on se dit, oui, mais quand même, là, ça suffit pas, il faut pouvoir se parler. Alors souvent, on dit que l'interdisciplinarité, c'est très bien, parce que ça fait des complémentarités, et donc ça permet d'avoir des modalités d'action qui sont plus riches. Il y a des interactions. Alors, très bien. Mais l'interdisciplinarité reste pauvre. En fait, ce qui est vraiment le plus fertile, c'est vraiment l'indisciplinarité. C'est-à-dire ce petit interstice qu'il y a entre deux disciplines. Vraiment, juste le point de friction. Alors, pour vous en rendre compte, pour voir à quel point c'est fertile, cette indiscipline, il faut regarder les plantes. Comme souvent, hein. C'est un livre ouvert de philosophie, hein, les plantes. En fait, vous regardez une tige, une feuille,
à la frontière entre la tige et la feuille, qu'est-ce qu'on trouve? Un bourgeon. Donc c'est là qu'il y a la créativité. C'est là qu'il y a le devenir, quoi. C'est là qu'il y a le... on ne sait pas ce que ça va devenir d'ailleurs, mais en tout cas, là, il y a du potentiel, quoi. Ben, c'est ça, la frontière, c'est ça. Alors j'aimerais tant que dans les discours politiques actuels, on parle de la frontière comme ça. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore, hein, mais peut-être que ça viendra. Peut-être. Gilles Clément, merci. Alors, j'espère que la tribune que nous avons co-signée, Jacques Tassin et moi, sur la question même de ce qui vient d'ailleurs et qui est refusé, passe sur Le Monde, normalement, aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, enfin, avant dimanche. Alors, pour moi, bon, la question des frontières, elle n'existe pas du tout. En rentrant dans mon jardin, donc, qui n'a pas de clôture, il y a un petit panneau quand même, pour dire vous avez raté le chemin de randonnée, voilà. Et puis, il y a écrit, alors aujourd'hui, c'est Proprietate a passerilor, parce que bon, il est écrit en roumain, parce que ça dépend du moment où je refais le panneau. Avant, c'était en... parce qu'il y a des Roumains qui étaient là. Avant, c'était en Proprietate degli Uccelli, c'était en italien. Et puis au début, c'était en français quand même. Bon. Mais peu importe qui le lit, le principe, c'est de dire que on n'est pas chez soi. On est dans un univers dans lequel il y a plein d'autres individus avec lesquels on peut vivre. Et par opportunisme biologique, il y a des espèces qui arrivent aujourd'hui d'ailleurs et qui s'installent là où elles peuvent vivre tout simplement. Elles sont peut-être exotiques, elles n'étaient pas là avant, mais rien n'était là avant. Les seules frontières qui peuvent encore exister, si on parle de ces questions-là, sont celles des biomes, des espaces de compatibilité de vie sous un climat déterminé. C'est à peu près tout. Et encore pas pour tout le monde, puisque les humains, ils arrivent à passer d'un biome à l'autre. Donc là, je trouve que l'idée de limite ne correspond à rien, si ce n'est administrativement, pour nous compliquer la vie. La particularité du marais de Brière est d'être un rescapé de Brémontier, qui avait complètement transformé les Landes en une forêt. Chose complètement uniforme. Avant, dans les Landes, il y avait du marécage partout. Ils élevaient des moutons, mais c'était avec des échasses, hein, les bergers. Imaginer des bergers sur des échasses pour traverser les marais et les endroits où on fait pâturer les moutons, ça, on voit plus. Et donc ça, c'est un peu un trésor d'avoir quelque chose d'unique avec encore une tourbière et peut-être encore plus quelque chose qui est dit dans l'ouvrage que je ressentis, mais j'ai pas pu tout le lire en détail, j'ai pas eu le temps. Florence me l'a donné hier. Et moi, je suis attardé là. Je suis désolé. Hein. Mais on ressent quelque chose qui est la vie de chaque humain, son vécu, son ressenti, sa sensibilité, comment il exprime par rapport à ce lieu dont finalement il ne peut pas se passer, quoi. Et ça, c'est très touchant, hein, c'est très important. Et je pense que c'est quelque chose qui peut exprimer bien la diversité sensible des humains partout, mais à la condition aussi qu'il y ait une diversité des biotopes. Si on arrase tout pour faire tout pareil partout, on s'arrase soi-même encore une fois quand on rentre dans le... Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça va, c'est bien. Oui, voilà, je ne sais plus. C'était bien, Miguel. Georges. Je voudrais contribuer à cet échange par quelque chose de très concret finalement qu'on utilise depuis très longtemps dans nos jardins, c'est l'idée de rallongie. L'idée de rallongie, OK. Qui nous a été très utile pour comprendre que dans les jardins, dans un jardin, dans un projet qu'on peut mener, il y a cette valeur attribuée à la perte de temps et à la perception de quelque chose qui serait beaucoup plus riche, plus intéressant, plus agréable que le raccourci, qui serait plus efficace. Et donc, on s'applique à faire perdre du temps aux visiteurs pour amplifier leur capacité de contemplation, de perception et finalement la jouissance de ces paysages qu'on partage, en pensant que cette question de
la jouissance du rapport au monde, du rapport à la nature, du rapport sympathique ou empathique avec le vivant et avec les paysages qu'on parcourt. Il est intrinsèquement une nourriture pour nous. C'est une alimentation très concrète de notre personne. Et finalement, c'est ce qu'on peut apporter de plus valable, de plus intéressant en tant qu'aménagement au-delà de la beauté formelle ou de l'esthétique du lieu. T'es perturbé par l'arrivée de Pablo? Non, pas du tout. On t'écoutait, Miguel, et donc je salue l'arrivée de Pablo Georgiev. Nicolas Bonenfant, vous voulez réagir? Pour illustrer ce que vient de dire Miguel, c'est nous, on a travaillé un petit peu dans la Brière et on nous a demandé à un moment de faire, dans le cadre de la réserve Pierre Constant, là, de faire un platelage qui permettait, à la bonne saison, au bon moment, quand il n'y a plus les oiseaux qui nichent, d'aller se promener au fil de l'eau. Et en fait, comme la Brière est très bien calée, elle déborde jamais. Donc en fait, on est capable de faire un platelage à 2 cm au-dessus de l'eau ou en dessous de l'eau qui déborde jamais. C'est-à-dire ça va jamais plus haut, plus bas, puisque tout a été réglé pour ça. Et en fait, on a pris la décision de le faire que partiellement, de faire toute une partie où on ne peut pas y accéder aux périodes où l'eau est haute, c'est-à-dire la période des nichés jusqu'au mois de juin à peu près, au mois de mai. Et du coup, le seul moyen d'y aller, c'est soit d'y aller qu'en été, soit de se mettre pieds nus et de marcher dans la tourbe. Et en fait, on a plein de gens qui finalement marchent pieds nus dans la tourbe et qui ont le vrai sentiment de ce qu'est la Brière. Parce que marcher dans de la tourbe, c'est sentir la matière en tant que telle, sentir ce qui s'y passe. À tel point que des fois, on a amené des maîtres d'ouvrage d'autres régions qui voulaient à tout prix visiter ce qu'on faisait, pour leur donner des idées. Je me suis retrouvé à enlever des chaussures Gucci à un maître d'ouvrage qui s'est mis pieds nus, qui a relevé son truc comme tous les brieurons jusqu'à mi-mollet. Donc, il n'avait plus du tout le look qu'il avait l'habitude d'avoir. Et c'était un espèce de truc d'humilité. Et d'un seul coup, ce qu'il y a de marrant, c'est que les brieurons, au lieu de le recevoir à coups de pierre, comme ils sont capables de faire, enfin, il n'y a pas de pierre, plutôt à coups de boue, comme ils sont capables de le faire, parce qu'il y avait un Parisien ou un Nantais qui arrivait, cette humilité-là fait qu'ils étaient contents de voir qu'ils s'étaient mis pieds nus, et c'était complètement différent. Et en fait, c'est des territoires qui sont très inspirants, moi je trouve, les individus. Nous, on travaille sur des gros projets où les communautés de communes ne savent pas quoi faire de certains lieux qui sont vitaux pour l'intérêt commun de ces lieux-là. C'est le sens du commun. Et on leur dit, en fait, inspirez-vous des individus, brieurons, ou des terrains communaux de haute montagne qui sont des choses partagées, et réinscrivons-les comme des lieux communs où il va pouvoir y avoir de l'indécision réelle par rapport à la programmation dans des lieux qui ne sont pas programmés. Par exemple, on a sur une base militaire, on a récupéré tout le cœur toute la base militaire, base 217, qui est présentée au projet, au sud de Paris. On a 200 hectares de prairies vides au cœur de Paris, enfin, juste en marge de Paris. Et tout le travail qui a été fait, c'est de dire, on n'y fait rien, parce que vous allez voir, l'avenir va faire qu'il y aura des choses plus intéressantes que ce qu'on peut imaginer maintenant. Ça n'a pas manqué, il y a tous les gros tournages qui prennent ce lieu. C'est devenu une étape pour les oiseaux migrateurs, alors qu'avant, quand tu es militaire, il n'y avait pas d'oiseaux. Hein. Donc il y a les oiseaux migrateurs, il y a les cigognes qui commencent à se réinstaller, enfin, il se passe plein de choses. Et il y a la fête de l'UMA de 400 000 personnes qui vient en septembre. Et donc ces possibilités-là font inventer à la société des choses auxquelles on n'a pas pensé. On a par exemple la base de kitesurf inshore de France qui s'y est installée. Donc tous les week-ends, il y a des gens qui viennent faire du kitesurf à l'intérieur à Paris. Et voilà, en fait, il faut laisser ces grandes... Toi, tu parlais du blanc dans un tableau. C'est ce lieu d'imagination possible pour la société, justement pour ne pas surdéterminer tous les éléments et être en capacité d'accueillir des pratiques émergentes ou la reconfiguration des écosystèmes. Et juste pour rebondir sur la Brière, effectivement, moi, quand je suis arrivée en Brière, j'ai compris que c'était une sorte de friction où chacun y va de son droit, son intérêt, les éleveurs, les promeneurs,
voilà, enfin tout le monde, les Briérons qui habitent, ceux qui ont fait leur résidence secondaire, que les Briérons appellent des hors-venus. Voilà, comme s'ils étaient hors sol. Enfin, il y a une sorte de champ de bataille, mais en fait, tout le monde se rejoint sur une chose, c'est qu'il faut maintenir le niveau de l'eau. Il faut que l'endroit soit propre. Enfin, ils appellent ça, voilà, rendre l'endroit propre. Donc, il y a effectivement tout un système de gestion de l'eau, où de temps en temps, il faut qu'elle soit... Après, il faut qu'à un certain moment, elle soit plus basse, parce qu'il faut que les pâturages soient aussi... Voilà, enfin, et c'est vrai que ça met devant une sorte d'articulation du désir individuel à l'édifice collectif. Voilà, donc c'est vrai que cet endroit est une mine pour comprendre effectivement et repenser la question de l'organisation, de la planification. Voilà. Donc c'était extrêmement riche pour ça. Et après, on a glissé vers Saint-Nazaire pour un autre temps, vers ce radome qui est plugué, qui vient de Berlin, et qui est plugué sur la base sous-marine, et qui n'a plus ce rôle utilitaire de couvrir un radar voilà, qui scannait l'Est de l'Europe, et qui est là sur la base sous-marine, juste à côté de ce qu'a impulsé Gilles Clément sur cette base sous-marine. Et là, dans une sorte de vacances, et nous, on l'a réinvesti aussi parce que l'endroit a une acoustique complètement folle. On l'a réinvesti avec des artistes, mais aussi avec des habitants qui venaient s'agréger au projet, à l'exercice vocal qui avait été impulsé par Mary Sangioletti. Il y avait une sorte de dynamique d'entraînement où les gens rentraient dans le radome sans savoir pourquoi on sifflait, ces chambrierons, et en même temps s'est associé ou ne comprenaient pas, regardaient et repartaient. Et, voilà. Et cet endroit était une sorte de vacances, c'est comme un peu ce marais, et il y avait la même articulation au collectif, c'était assez beau. Mais c'est vrai que ça amène la question du vivant, le vivant, amène plus à penser, moins plutôt à penser à un sujet qu'à des modalités de faire. Voilà. Et je pense que c'est un peu ce qui nous rejoint un peu tous. Tu voulais parler ? Oui, Pablo, si vous voulez rajouter quelque chose. Bonjour, excusez-moi, mesdames et messieurs, de mon retard. J'ai eu une panne de bateau chopper en arrivant sur le trajet. Alors, du coup, ça me permet de débarquer complètement frais dans cette discussion, n'est-ce pas ? Et alors, je reçois un magnifique cadeau, ce livre qui s'appelle Unfinished Sympathy, qui est un titre qui me touche très profondément, car la sympathie, j'en ai parlé hier à la radio, c'est la première des qualités qui fait de nous des humains, tel que le décrit Fernando Pessoa, le poète portugais, dans son poème qui s'appelle Mensagem, qui a été écrit en 1910, et donc qui parle de ces 5 qualités. Donc la sympathie, c'est la première, et elle est à la fois unfinished and infinite. D'accord ? La sympathie, ça n'a pas de fin, ça n'a pas de limite. On peut toujours être plus sympathique. Ça, c'est magnifique, non ? Une ressource renouvelable, gratuite et sans limite. C'est merveilleux dans ce monde. La deuxième qualité, donc, c'est la compréhension. Ça aussi, ça n'a pas de limite. On peut toujours comprendre mieux les choses. La troisième, c'est l'intelligence. Ça aussi, ça n'a pas de limite. On peut toujours être plus intelligent. La sagesse, même chose. Et la cinquième, c'est le souffle du Saint-Ange, tel qu'il le décrit. Et ça aussi, et ça n'a pas de limite, et ça n'a pas d'explication. Et c'est peut-être de ça qu'on peut parler, et ça, c'est le plus intéressant. Qu'est-ce qui se passe, qui nous dépasse, qu'on ne peut pas expliquer, qui nous réunit, et qui fait qu'on vit des instants magiques quand on fait de l'art. Je vous remercie. Là, j'avais une dernière question à vous adresser avant d'élargir le cercle de l'échange et de la discussion. Hier, nous avons lu un texte de l'historien Pierre Cornu sur Radio Anthropocène qui s'appelle Anthropocène et crise démocratique. Et donc, dans les questions qu'il soulevait, je vous l'adresse. Comment chacun de vous résiste au douloureux paradoxe de notre temps présent, où on le voit,
plus le monde se révèle fragile et plus nous sommes enclins à nous en remettre au simplisme des remèdes universels. Pierre Cornu écrit dans un temps de violentes fluctuations, c'est d'endurance et de constance que l'on a besoin, non pas bornée et aliénée, mais instruite et réflexive. Alors je sais bien que c'est une vaste question, mais j'aimerais que vous puissiez apporter en tout cas votre parole à cette question tout à fait présente. Je vais juste vous citer à chaque fois. Bon, mais après, je vous... Voilà. Allez, Alors, Olivier Hamon. C'est parti. Alors, alors ce n'est pas une recette, hein, mais alors, ce qui me semble dans le monde dans ce qui nous attend là, il y a deux choses le lien au territoire, le lien au territoire, le lien au territoire. Voilà, je vais le dire. Donc ça, c'est vraiment c'est la clé. Hein, voilà, on voit qu'au niveau national, ça commence à partir en vrille. Faut se relier au territoire. Et l'autre chose, c'est questionner la cohérence. En fait, on est dans une société qui se polarise. Comment ça se fait qu'on se polarise, quoi ? La polarisation, c'est toujours le produit d'un excès de cohérence. La secte, c'est l'objet le plus cohérent que les sociétés humaines créent. Tout le monde est d'accord avec tout le monde et avec le gourou et on questionne plus rien, quoi. C'est très fragile, hein. C'est très rigide, la cohérence. C'est très rigide, ça casse. Donc en fait, dans le monde qui vient, on va avoir besoin de beaucoup d'incohérences. Il va falloir mettre des contradictions. Donc ça veut dire désobéir, évidemment, ça c'est un fait établi, j'ai envie de dire, mais c'est aussi du débat, quoi, du débat contradictoire, de la discussion, du jeu dans les rouages. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a du déjà là incohérent, du déjà là robuste dans nos organisations qu'on peut mobiliser. Le rôle du pouvoir, c'est de stimuler les contre-pouvoirs. On a des journalistes qui ont le secret des sources. Les médecins, ils ont le secret médical. Les pêcheurs, il y a des quotas de pêche. Enfin, voilà, il y a toujours un frein interne. Hein. Donc, il va falloir activer tous ces freins. La lutte sociale, voilà, etc. Tout ça, c'est des freins dont on va avoir besoin dans un monde qui se polarise. Et ce n'est pas de la dépolarisation stérile. Hein. C'est vraiment construire un monde qui oscille. C'est qu'en fait, il y a deux façons de voir la stabilité. Hein. On va dire la version extrême droite, c'est la ligne plate. Hein. Donc c'est la mort, hein, très clairement. Et donc la vie, c'est l'oscillation. C'est stable, hein, mais ça oscille en permanence. Et alors l'oscillation, c'est un peu une des clés du vivant qui est extraordinaire, c'est que quand on oscille, en fait, ça permet deux choses complètement paradoxales. Ça permet la stabilité, et en fait, une oscillation peut changer d'état, quoi. Et ça permet aussi la transformation. L'oscillation permet la stabilité et la transformation. Quand on n'oscille plus, on meurt. Donc il faut osciller, voilà, dans son territoire. Et la mise en résonance, très Hartmut Rosa dans le texte. Nicolas Boulenfant, si vous voulez réagir, allez-y, parce qu'on oscille déjà, mais voilà. Non, je rajoutais juste la mise en résonance. Je pense que l'oscillation, c'est vraiment le principe que deux oscillations, à un moment, quand elles sont en phase, peuvent complètement faire quelque chose d'inattendu, puisque c'est justement... c'est un moment où tu as une emphase intéressante et je pense que c'est ce qu'il faut réussir à faire par ce genre de rencontres où on arrive à avoir des mises en résonance de la pensée qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on est capable de faire tout seul. Et on y est, quoi. Heureusement, d'ailleurs. Miguel Georgiev. Ouais, ça va être bref, mais je retiens cet échange sur l'indiscipline et je trouve assez... fertile d'être de plus en plus indiscipliné à l'avenir et de cultiver cet état de déborder un peu de ses propres limites et de sa propre pratique, de sa propre vision de soi-même, peut-être aller chercher un peu à côté ce que les autres peuvent nous apporter et un peu son copain, la sympathie. Je trouve que c'est à partir de la bienveillance que des choses... importantes peuvent se construire. En tout cas, moi, j'aimerais penser qu'on ne va pas s'entretuer dans les semaines ou dans les années à venir et que ce n'est pas les plus forts qui vont gagner, mais de trouver quelque chose qui soit dans cette intelligence collective. J'ai l'impression que à partir de petits cercles, cette question du territoire, elle m'intéresse dans une dimension d'appropriation. Le territoire, c'est quand même quelque chose qu'on arrive à
à pétrir quelque part, à marcher, à parcourir. C'est pas de toute la planète. Et en même temps, d'en prendre soin collectivement, je pense que c'est des choses qui sont assez fondamentales dans quelque chose d'assez concret, même si et la façon dont on peut intégrer l'oscillation et tout cet énorme apport de culte de la performance et un peu le corollaire de l'indiscipline, ça pourrait être la désobéissance qu'on pourrait s'inviter à partager un peu plus. Cécile Tournebeuf, oui. Après, je te donne le micro. Pardon, Gilles. Oui, moi, ça m'a fait penser toute cette question de l'indiscipline et de cette friction entre les disciplines dont vous avez parlé, et avec aussi l'exemple de la Brière, de quelques projets, et puis surtout d'un des critères qu'on pose comme structurant de la préséance du vivant, qui est faire du projet une table de négociation. Donc, il y a ce côté, la friction. Tout le monde n'est pas Enfin, c'est pas simple pour tout le monde. Il y a pas des personnes vraiment qui sont très résistantes justement et qui craignent beaucoup le conflit, qui l'écrasent, qui l'évitent, ce qui crée justement des tas de boue dans la tête des visiteurs, j'imagine, au bout d'un moment. Mais il y a un certain nombre de... Enfin, moi, un des aspects que j'ai trouvé particulièrement riche à découvrir, c'était la manière dont on pouvait imaginer de nouveaux termes, de nouveaux aussi outils de projet, en l'occurrence, pour être hyper pratique. Comment, par exemple, on arrive à se mettre d'accord sur un calendrier quand on va avoir, je sais pas, justement un biologiste qui dit normalement c'est comme ça, mais vous savez, ça dépend. Et puis une personne qui va dire ouais, mais moi je dois ramener je dois aller ramener mes outils de chantier à telle date et ça va nous coûter 4 fois plus si on bouge. Et du coup, ce côté articulation et négociation donc ne passe pas uniquement par le fait de se parler, il doit aussi se travailler. Tu parlais de rendre tangibles les choses, et le fait d'avoir, on présente quelques exemples justement de calendrier par exemple, ou de formats graphiques qui permettent à chacun de porter son point de vue sur le territoire, et puis de voir ensuite ce qu'on peut en faire, quoi. Gilles Clément, on se bat pour le micro. Oui. Donc la question est tellement difficile parce que ça suppose de se projeter. Dans une exposition qui est terminée maintenant mais qui a duré pendant quelques années, le titre que j'avais choisi, c'est « Toujours la vie invente ». C'est intéressant de mon point de vue de prendre ça en conscience, c'est-à-dire en acceptant le fait qu'il y a des possibilités d'invention en permanence partout, justement venant de toutes les combinaisons des êtres vivants, voilà. Donc si c'est ça, faut-il avoir un calendrier établi, Cécile, sur un temps duré long? C'est pas sûr, peut-être qu'il vaut mieux, comme le dit le droit de l'indécision, choisir la décision en dernière minute et ne pas avoir un projet avant. Et la prise en conscience de la complexité du vivant avec ses inventions nous met dans cette situation de minorer la force du projet. On fait un projet, on rêve, on a une utopie, c'est d'accord, bon voilà, mais on ne sait pas du tout si on va le réaliser. Et la question d'ailleurs n'est pas de savoir si ça va être réalisé exactement, puisqu'on aura la capacité de le réajuster comme il le faut. Ça fait partie du jeu, mais il faut accepter l'idée que ce que l'on imagine au départ, c'est temporel, ça dure pas longtemps. Donc je pense que, moi mon rêve, même à mon âge, je continue à rêver, d'essayer de retrouver les capacités animales que nous avons encore peut-être, mais que nous avons jetées à la poubelle à force de valoriser, je l'ai dit hier, je me répète, la puissance du cerveau avec l'imaginaire, la créativité, le miracle de la science. Mais l'impossibilité de percevoir de façon complètement naturelle, biologique, tout l'univers dans lequel nous sommes.
je regarde les animaux avec beaucoup de... C'est pas seulement de l'attention, c'est de l'émerveillement, quoi. Comment ils font? Ils savent. Ils parlent même pas. Enfin bon, il y en a un petit peu qui racontent des trucs, mais ils écrivent pas des textes, ils font pas des recherches. Bon. Et ils y arrivent. Et ça me paraît merveilleux. Je me dis qu'on devrait pouvoir accéder, si c'est possible, à un moyen de communication avec le vivant non humain, alors que nous l'avons mis de côté, hein, c'est les Grecs anciens, tout ça c'est vieux, pour pouvoir l'étudier scientifiquement, mais la distance est prise. Est-ce qu'on pourrait diminuer cette distance pour essayer de vivre avec sans faire de bêtises? Et ça suppose de comprendre là où on est, là où on habite, là où on vit. C'est compliqué, parce qu'on ne nous l'apprend pas à l'école, donc il faut le faire soi-même. Ça prend du temps. Bon, je vous ai dit quelque chose là qui n'est pas un projet en soi. C'est juste ce que moi je ressens. Une autre réaction, Pablo, Jean-Jeff? Oui. Vous avez parlé du sujet de la brutalité. Ce mot a frappé mon cerveau. Je pense que nous rentrons dans une période... la brutalité va augmenter drastiquement. Politiquement, c'est une évidence. Socialement, économiquement, on le vit tous les jours. Nous, on est ici des privilégiés qui avons le loisir de parler d'art sur un beau parquet, avec des œuvres sur le mur magnifiques. Ce tableau serpent-là m'a explosé le cerveau juste en passant. Et c'est magnifique qu'on ait accès à tout ça, qu'on puisse se dédier à ça. C'est très précieux. Dans le même temps, en venant à la gare hier pour prendre mon train, pour venir à une émission de radio hier, j'ai croisé sur le trottoir une famille qui dormait dehors avec un enfant qui dormait dans un sac de couchage de petits modèles. Vous voyez, il y a des familles qui dorment dans la rue, des enfants qui dorment dans la rue. Et ça, c'est extrêmement brutal. Bon, en tout cas, ça me touche beaucoup. Et donc, d'ici 2050, nous allons avoir 600 millions de réfugiés climatiques en Europe. C'est plus que la population qu'on a aujourd'hui. Et on n'est pas préparé à ça. On n'est pas préparé à ça du tout. On pense plutôt à mettre des barbelés et à construire des murs comme Donald Trump et à tirer sur les migrants, n'est-ce pas? Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait réfléchir. Parce que ça va nous tomber dessus comme une gigantesque vague. Et il n'y aura aucun mur et aucune balle et aucun barbelé qui va pouvoir arrêter ça. Et si on ne se dispose pas à l'accueil, ça va être un massacre. Heureusement, la vie a inventé un antidote à la brutalité. C'est la tendresse. Et on peut travailler à partir de ça. Alors, je me suis mis à pleurer parce que j'ai eu l'image de l'accouchement de mon fils qui m'est venu, où je tenais la main de ma femme. Et c'est un moment où l'extrême brutalité de la vie et l'extrême tendresse s'expriment en même temps. C'est assez déroutant. C'est assez magique. Et je pense qu'on doit travailler sur la tendresse envers toutes les autres formes du vivant, la tendresse envers tous les étrangers, tous les migrants, tous les indésirables, tous les parias. Et je pense que là réside
une ressource beaucoup plus grande que la pureté raciale ou la connerie en bloc exprimée par Jordan Bardella et sa clique de conseillers en communication de merde. Ok. Donc c'est comme ça qu'on va travailler maintenant. Et on en parlait hier, il n'est pas question d'être optimiste ou pessimiste. Il est question d'être déterminé à faire ce qu'il faut faire, à faire ce qui est en notre pouvoir, à notre échelle, chacun avec ses moyens, ses dispositions, sa capacité d'endurer la souffrance aussi, parce qu'aider les autres, en fait, ça fait souffrir. Et donc, on peut faire des très très belles choses. Et je pense que là, on va avoir besoin de se réunir, on va avoir besoin de résister. La vague fasciste qui est en train de nous tomber dessus, elle va nous retourner, elle va nous coller contre le mur, ils vont arracher toutes les belles affiches de nos délires artistiques, et on va nous mettre des trucs carrés, ronds, le peint en noir, et on va nous fasciser le cerveau. Donc je pense qu'il faut nous préparer à une attitude de combat. Hubert Reeves, il dit, pour faire face au dérèglement climatique, il faut passer d'une attitude de paix à une attitude de combat. On est dans le combat. C'est la guerre. Voilà. Mais c'est la guerre de la tendresse. Voilà. On va faire la guerre avec tendresse à tous ces cons, ces fils de pute, et tous ces gens qui veulent provoquer les musulmans, gérer le conflit, qui vont gouverner par le conflit, qui vont créer des situations d'une tension et d'une violence à laquelle on n'est pas préparé. Et je pense qu'il faut qu'on le soit et qu'on travaille là-dessus, qu'on s'équipe, qu'on forme des réseaux, qu'on se mette en contact avec des gens de bien, avec qui on a envie de travailler, en qui on a confiance, sur qui on peut compter, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est le moment d'un passage à une attitude de combat. Les élections qui viennent, elles vont tout changer, et il faut que nous soyons prêts et déterminés. Écoutez, je vous remercie, je remercie tout le monde. Ce que je retiens, parce que la fin de l'histoire, on la connaît pas encore tout à fait. Je ne sais pas si on la connaît d'ailleurs, ou si on la connaîtra. Mais en tout cas, je retiens cette question de l'oscillation, les questions de négociation, de collaboration qui ont été redites, mais également les questions de territoire, et les questions de tendresse et de sympathie. Et bien sûr, Florence Bessonnier, ajouter quelque chose. Parce qu'effectivement, on a entendu plein de mots, de beaux mots, de mots qu'on connaît tous, chacun à nos endroits, ici ou vous, dans le public. Mais effectivement, la sympathie, c'est pas effectivement que de la joie, c'est aussi de la douleur, et c'est accompagné aussi d'un sentiment dans la contrainte. Voilà. Donc voilà, on maîtrise aussi tous ces termes-là entre nous. Moi, je crois que ce qui est important, c'est de créer des lieux pour des gens qui ne sont pas forcément ici, des lieux, des moments qui font retour, justement, et qui permettent de faire retour. Il y a une belle expression de Magali Molinier là, dans le livre qui a participé au projet, qui est la justice expérientielle, la justice épistémique, pardon. Et l'importance d'avoir des lieux. Donc, elle est psy, mais voilà, que ce soit dans le monde de la santé, dans le monde culturel, dans un jardin, dans Brière, d'avoir des lieux qui font retour et qui permettent de faire retour d'expériences vécues. Et la légitimité, surtout, des expériences vécues. Je crois que c'est ça qui est important, et pas être que dans le discours. Donc, effectivement, comme disait Olivier, c'est le territoire, mais ce n'est pas juste le lien au territoire, c'est faire territoire. Et faire territoire, c'est une action d'appropriation et territorialisée. Voilà, c'est la question de la territorialisation, pardon. Donc, c'est des actions. Ce ne sont pas que des mots. Et je pense qu'à chacun de nos endroits, on pense à ça quand on
jardine, quand on réunit des gens, quand on écrit, quand on fait on encourage des pratiques. Moi, je crois beaucoup à la pratique artistique, la pratique concrète, que ce soit celle d'un jardinier ou d'un enfant qui fait aussi, qui pratique une activité artistique. Et je pense que c'est ces endroits-là qu'il faudrait impulser dans l'éducation, dès la plus jeune enfance, dans le milieu médical, comment les gens se réapproprient eux-mêmes. Et je pense qu'effectivement, on amène beaucoup à la capacité des gens à être des vrais sujets vivants en leur proposant ces endroits-là. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Il nous reste un quart d'heure de disponibilité de l'entièreté de nos contributeurs. Donc, il est tout à fait possible d'échanger. Voilà. Ok. S'il y a des questions. N'hésitez pas. Bon, je vous remercie déjà. Moi, j'ai une remarque, c'est qu'il y a quelque chose qui m'est venu en tête, c'est le jardin d'enfants. Donc, il me semble qu'il y a un levier quand même extrêmement fort, c'est les enfants. Alors les enfants, c'est vrai, quand ils sont petits, ils sont passionnés par la nature, tous. Ils voient un escargot, ils l'observent, ils l'écrabouillent aussi. Donc il y a une tension comme ça. Et donc il y a l'école. Et l'école, elle joue un rôle énorme. C'est une machine gigantesque avec plein d'enfants, plein de bonne volonté. Et donc je vais poser des questions au lieu de donner des réponses. Alors, comment c'est possible d'être dans un pays où on demande à des ados de choisir leur spécialité ? Et puis l'école, on va se dire comment on va faire pour qu'elle puisse à la fois être centrifuge et centripète, c'est-à-dire si on fait 2 + 2 ou midi, si on n'est pas d'accord sur la réponse, on va avoir du mal à se mettre d'accord. S'il y en a un qui dit 5, puis l'autre 4, ça va être le bazar. Donc il y a certaines choses sur lesquelles il faut se mettre d'accord pour communiquer, pour vivre ensemble, pour fabriquer ensemble. Et puis il y a des choses, si on vous dit construis, dessine la maison de tes rêves, et qu'on fait le truc carré avec la fenêtre carrée, la cheminée, le petit chemin, toute la classe fait ça, c'est que là il y a un problème. Donc il me semble que justement on pourrait questionner comment l'école, les enfants peuvent contribuer à ce mouvement que vous initiez. Vous avez tout dit, monsieur. Les enfants, c'est pas important. C'est le plus important de tout. Et tout ce qu'on fait, c'est pour nos enfants et les enfants des autres, bien sûr. Mais il n'y a rien de ce qu'on fasse qui n'est pas pour les enfants et pour les prochaines générations. À l'investiture d'Obama, il y a une jeune poétesse de 16 ans qui a déclamé un poème devant toutes les nations américaines et par conséquent devant le monde entier. Elle a pris la parole toute seule sur une scène devant un public planétaire et elle a déclamé un poème de sa composition. Et on a interviewé cette jeune personne dont je me souviens malheureusement pas du nom maintenant. Et on lui a dit, mais comment tu fais pour faire ça à 16 ans, de t'adresser à la planète entière? Tu n'as pas le trac, tu n'as pas... Comment tu arrives à... Tu ne balbuties pas, tu es droite, tu dis ton poème. Et elle dit, en fait, moi, quand je déclame ma poésie, j'ai tous mes ancêtres qui sont assis sur mes épaules. Et tous mes descendants qui s'étendent devant moi. Et donc, je ne suis pas toute seule. C'est comme ça que je peux affronter ce genre de situation stressante, n'est-ce pas? Et
Et je trouve ça très, très, très juste. C'est-à-dire que nous, on est juste un moment, en fait, dans l'histoire de la vie. D'ailleurs, la montre, elle fait tic-tac chaque seconde, et la seconde d'après, elle n'est pas comme celle d'avant. Et donc, on est dans un mouvement, on est dans une continuité. Et ceux qui vont venir après nous, c'est nos enfants, on les connaît, on les a vus sortir du ventre de leur maman. On les côtoie tous les jours, on les engueule quand il faut. Mais, enfin, tout ce qu'on fait, c'est pour eux. Donc je pense que quelque chose qui n'est pas adressé aux enfants ou qui n'est pas compréhensible par les enfants, c'est raté, quoi. C'est complètement raté. Et prendre les enfants pour des idiots, c'est la plus grande connerie qu'on puisse faire. Les enfants, ils ont un accès à la magie tellement immédiat, ils ont tellement pas de barrière pour la compréhension de tout ce qui est artistique, magique. En fait, les enfants, on leur a pas encore renseigné que la magie, ça n'existe pas. Donc eux, ils y croient. D'ailleurs, on n'arrête pas de leur raconter des histoires de magiciens, de magiciennes, de lutins. Tout ça, ça existe pour eux. C'est nous, après, avec l'âge, en fait, on devient con. Et on oublie tout ça et on croit que ça n'existe pas. Mais il y a plein de civilisations, les Indiens d'Amazonie, les aborigènes, les gens de l'Azerbaïdjan, je viens d'en rencontrer un tout à l'heure. Ils y croient, tout ça, ils le pratiquent, ils le vivent. C'est aussi réel que l'intelligence artificielle, la rationalité, les tableaux Excel et compagnie, quoi. Donc c'est à nous de choisir, en fait, dans quel monde on veut vivre. Hein. Le livre de Starhawk, quel monde voulons-nous ? Je vous fais cette recommandation. C'est à nous de décider quel monde voulons-nous. C'est pas, soit on décide pas et on fait le monde qu'ils veulent eux, c'est-à-dire eux, c'est les grands capitaines d'industrie, parce que c'est eux qui commandent, c'est pas les politiques. Hein. C'est les grands capitaines d'industrie. Ils ont des projets, ils veulent dominer le monde, ils veulent s'accaparer tout le pouvoir et ils veulent nous rendre des esclaves. Voilà, des esclaves modernes. Hein. Monsieur Elon Musk, il est propriétaire du système satellitaire de communication Starlink, qui va être le point de passage de toutes les informations digitales de la planète. Il appuie sur un bouton, il vous éteint digitalement. Vous n'existez plus. Vous n'avez plus de téléphone, plus de carte bleue. Tout ça, c'est très réel et c'est maintenant. Donc, on est à la merci de ces gens-là. Et donc, c'est à nous, en fait, de construire autre chose, de revenir vers ce qu'on peut faire avec nos mains, ce qu'on peut faire avec notre cœur, avec nos amis, avec les plantes, hein, parce que c'est elles qui nous nourrissent de A à Z. Il n'y a rien, on ne mange rien d'autre qui ne vienne des plantes. Donc, on ne fume rien d'autre qui ne vienne des plantes, on ne boit rien d'autre qui ne vienne des plantes, on ne se soigne pas avec rien qui ne vienne des plantes. Donc, c'est à nous de cultiver cela, de transmettre à nos enfants, parce que les enfants, ils ont un contact direct avec la magie, mais ils ont besoin d'informations. Et c'est à nous de prendre la responsabilité de leur enseigner le peu qu'on sait, de leur enseigner vite et bien, parce que là, il y a urgence. Donc, on doit vraiment faire un travail de transmission à nos enfants, et même un travail d'échange. C'est-à-dire qu'on doit récupérer le contact avec la magie qu'eux, ils ont et que nous, on a perdu. Et on doit leur donner tous les instruments opérationnels pour transformer leurs rêves en réalité. Pour être très concrète, parce que je travaille non seulement dans mon emploi avec des enfants, des très petits enfants. J'amène des petits-enfants de 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à plus grands, vers des pratiques artistiques, et pas dans une vision juste transmissive, mais beaucoup plus dans laquelle ils ont beaucoup plus dans la pratique et rentrent dans l'art par la pratique. Et ce que je trouve fabuleux avec les enfants et que je m'attache aussi beaucoup à partager avec les établissements scolaires avec lesquels je travaille, c'est que, encore une fois, c'est ces endroits d'expérience et de retour où à l'endroit de l'expérience de la pratique, eux-mêmes s'en capacitent à devenir des individus. Mais voilà, et je trouve que les enfants ne sont pas encore pervertis par les polarités du pouvoir et des figures. Et donc, on apprend beaucoup d'eux. En fait, ils sont beaucoup plus dans du faire. Et ils sont moins dans des logiques de pouvoir que de puissance, en fait, de quelque chose qui est effectivement magique et qui est beau à voir. Mais
si on prend, voilà, je travaille aussi avec l'université, j'apprends énormément des générations de mes étudiants parce qu'ils ont appris à fluctuer avec une situation de vulnérabilité et donc je suis apprenante aussi avec eux. Donc, encore une fois, je pense que c'est vraiment ces endroits qui font retour, où la pratique voilà, est possible et l'expérience est rendue possible, qui sont importants. Et ce sont toujours des pratiques très localisées, en fait, du faire très local. J'aime bien cette expression de Arthur Lockman, qui a écrit un livre qui s'appelle La vie solide, qui est à la fois philosophe, mais qui a été pendant une période de sa vie charpentier. Donc, qui était dans ce corps à corps avec le bois. Le bois n'est jamais stable. Et qui maintenant est traducteur, enfin, voilà, qui a de multiples vies. Et il dit que apprendre, c'est trouver, peut-être je change un petit peu l'expression, mais trouver un niveau de précision utile, c'est-à-dire à notre endroit, voilà, comment on cultive quelque chose qui fait sens. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut faire là? Moi, j'étais restée sur le fait qu'on était dans l'échange de questions. Je cherche le nom de cette auteure, une dame qui habite Uzès. Marianopoulos, c'est ça? Ça vous dit quelque chose? Un nom comme ça, qui a écrit un livre très beau qui s'appelle « Ce que les enfants nous apprennent ». Donc là, vraiment, elle parle de toutes ces questions. Globalement, ce que je voulais dire est un peu ce que Florence a dit. Et je résumerai juste en disant que on leur impose trop tôt la bienséance, les règles, ce qu'il faut obligatoirement savoir. Et il vaudrait mieux qu'ils aient plus de temps à découvrir la réalité par eux-mêmes et la mémoriser. Donc il faudrait qu'ils soient en classe un peu plus tard, en classe officielle, quoi, organiser tout ça. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc l'expérience de terrain, qui est la leur, la possibilité pour eux, elle ne dure pas suffisamment longtemps. Et ça, c'est bon. Après, toute la vie, on en a besoin, mais c'est très important qu'ils puissent accéder à une certaine autonomie à partir de ce qu'ils ont eux expérimenté. Oui, je ne sais pas si c'est une question parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges là d'un coup. Moi, j'ai trouvé très résonnant, et c'est pas un hasard que vous finissiez aussi avec ces propos, cette notion de petite mort que vous nous amenez avec la notion de désobéir, avec la raison tue. Je crois réellement que si on veut faire l'expérience de se mettre en résonance avec notre vivant et avec ce que vous nous proposez avec l'exposition qui est créée à l'Orangerie, c'est de pouvoir entrer en contact et aussi être honnête avec soi de nos petites morts que l'on a à accomplir. Parce que c'est ce que nous amène le vivant, c'est ce que nous amène sa traversée, c'est ce que nous amène notre sensibilité. L'enfant, effectivement, a cette expérience brute d'être enfant, d'avoir accès au vivant de manière plus simple que nous, puisqu'on a fait une autre expérience en grandissant. Et peut-être que c'est pas que un jeu de transmission, c'est un jeu de rencontre. Et aujourd'hui, on est plus dans des rencontres, me semble-t-il. Et moi, j'ai hâte d'aller ce soir à l'Orangerie pour rencontrer ce qui peut se passer comme échange, comme interaction, ce que le vivant que vous ouvrez à l'état brut dans lequel vous l'avez travaillé et récolté et replanté à partir de tous les projets sur lesquels vous êtes, c'est vraiment ces processus vivants à l'œuvre que l'on va vivre aussi ce soir et qu'on est peut-être aussi en train de vivre ici, comme ça, avec ce qu'on entend. Voilà. Donc moi, je prends juste les mots qui ont résonné en moi, dans mon propre vivant. Merci beaucoup. Il y avait quelqu'un qui voulait réagir ou une autre question? Volontiers. Je voulais juste dire que c'était chouette d'imaginer qu'on pouvait se retrouver dans les rivières pour faire justement pour
pour combattre avec tendresse contre la brutalité, puisque c'était exactement enfin, j'aimais bien cette image que ça représentait c'était une alternative à la frontière qui sépare, et on peut aller se poser dedans et commencer à être tendre là. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vais tous vous remercier. J'ai pas pris le temps de vous compter, parce qu'en fait, je voulais compter tout le monde pour remercier tout le monde. En réalité, remercier Archipel pour cette belle initiative autour de la question de la préséance du vivant, et remercier le Musée d'art contemporain de Lyon, dans lequel nous avons pu faire cet échange, et vous dire que nous l'avons enregistré, et que donc vous pourrez le retrouver sur Radio Anthropocène, qui sera peut-être la future Radio Londres. Voilà. Merci à vous. Au revoir.